So, hello, Ramïn. Hi, Clara. Bonjour, Ramîn. So, I think there are a lot of questions from different countries in Europe about what's happening in France. So, I think it would be interesting to speak in French and English because we have friends in Germany, Austria, Switzerland that are very interested to see the parallel between their country and France. Donc, je disais que je pense que c'est intéressant de parler en anglais et en français parce que nous avons des amis en Allemagne, en Autriche, en Suisse, dans tout plein de pays d'Europe et ailleurs qui se posent des questions sur ce qui se passe en France et un éventuel parallèle avec ce qui se passe dans leur pays. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire en gros ce qui se passe en France? Can you just sum up what is happening in France right now? Yes, so the situation is quite complicated and dangerous for us homeschoolers and unschoolers because the new law that was voted um, basically is um, I mean it's abolishing homeschooling. I think we can say that it's not possible legally to do homeschooling and even less unschooling anymore. So that's legally, and many people are fighting in courts to have the right to continue. And there are several families who are with me entering in civil disobedience to continue the fight. Even though we lost it in the parliament, we're continuing basically on the in real life. So should I say it in French as well? Alors la situation en France est assez compliquée maintenant et dangereuse pour l'instruction en famille, la possibilité d'instruire ses enfants par soi-même ou faire du unschooling. Euh, en somme, là, le gouvernement est en train de rendre impossible légalement la possibilité d'instruire ses enfants en famille. C'est uniquement possible de le faire pour une situation subie, mais pas par choix. On ne peut plus choisir de faire euh, du homeschooling en France. Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui sont en train de se battre dans les tribunaux pour essayer de négocier ce droit-là et de continuer à l'avoir. Et, ça ne marche pas souvent. Enfin, la raison est souvent donnée au gouvernement. Et donc là, il y a beaucoup de familles qui ont des injonctions de scolariser leurs enfants. C'est-à-dire ils sont obligés de mettre leurs enfants à l'école, même s'ils n'ont pas envie. Et ces enfants-là sont obligés d'aller à l'école alors qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Et en plus de ces familles qui se battent au tribunal, nous, on a rassemblé une vingtaine de familles pour l'instant qui sont entrées en désobéissance civile. Ça veut dire qu'on challenge le gouvernement en désobéissant de manière publique à la loi. Il y a Gaël en France qui a 9 ans qui demande pourquoi doit-on demander l'autorisation. Gaël in France was 9 who's asking why does one have to ask for permission? Et oui, avant cette nouvelle loi, on n'avait pas besoin de demander l'autorisation. C'est les parents et les enfants ensemble qui choisissaient de faire ça. Et cette nouvelle loi, elle dit, bah, les parents et les enfants, vous n'avez plus le droit de choisir par vous-même. Maintenant, c'est le gouvernement qui choisit à votre place. Donc, vous devez demander l'autorisation à, euh, au gouvernement pour faire de l'instruction en famille. So, why do we have to ask for permission to homeschool? It's because the law changed. So the parliament voted a law which basically says to families, so parents and children, you don't have the right to choose anymore by yourselves. Now you have to ask permission from the government, and it's the government that has the power to allow you to do homeschooling.
A 14-year-old person asked, how does the president of France have the right to do this? Donc, une personne de 14 ans demande comment est-ce que le président a eu le droit. Hmm. So the president in France has a lot of power. That has been the case since for a very long time, for at least 70 years. And that means that when he doesn't have the right to make the law, but when he does a proposal to the parliament, it always goes in his direction. So when our president said, I want to ban homeschooling, a year later, homeschooling was banned, voted by the parliament. And it's not really fair because the people who voted the ban on homeschooling are just blindly following what the president wants. So in fact, we really live in a country where the president makes the law. Donc comment ça se fait que le président a le droit de faire ça? Ben, c'est parce que ça fait très longtemps qu'en France, ça fait au moins 70 ans que le président de la France a énormément de pouvoir. Il n'a pas techniquement le pouvoir de décider quelles sont les lois du pays. Mais en fait, quand il propose une nouvelle loi, comme le fait de bannir l'instruction en famille, bah là, on voit bien qu'un an après, l'instruction en famille est supprimée. Donc, quand il annonce que voilà, j'ai envie que l'école devienne obligatoire pour tous les enfants, et ben en fait, les députés qui votent les lois, ils suivent aveuglément, sans réfléchir, ce que demande le président, alors même qu'il a tort, alors même qu'il a des très mauvaises raisons. Donc, ça, c'est un des défauts de notre système politique. Mm. Pourquoi est-ce que le Parlement voterait pour aveuglément? Why would the Parliament vote for this change blindly? Mm. There are several reasons for this, but the main one is that the parliament is organized with different political parties. So there's the right, the left, the center. And there's a party that has the majority of the parliament, which is the party that supports the president. And they always vote for everything that the president wants. So in the end, it's really the president who decides what the laws are. And another reason is that they have so many different laws to vote that they don't even have time to really think about what they're voting and listen to the population and really do this in a reasonable way. Donc, la raison pour laquelle les députés votent aveuglément ce que veut le président, c'est que l'Assemblée nationale est organisée en plusieurs partis politiques. Voilà, il y a la droite, la gauche, le centre. Et il y a un parti qui a la majorité des députés, qui est le parti qui soutient le président. Et donc, ils votent en fait systématiquement tout ce que le président propose. Et bah là, c'était un bon exemple. Le président propose ça et tous les députés de son parti ont voté pour ce qu'il proposait. Ou presque. Parfois, il y a quelques frondeurs, comme on dit. Et là, presque tous les députés de son parti votent ce qu'il propose. Donc en réalité, oui, c'est vraiment le président qui fait les lois dans notre pays. Et ça, c'est voilà, encore une fois, le gros défaut de notre système politique. C'est pas vraiment une démocratie. Lily de 10 ans demande c'est quoi la désobéissance civile? Lily 10 is asking what is civil disobedience? C'est très important ce que c'est la désobéissance civile parce que c'est comme ça que il y a beaucoup de choses qui ont progressé dans le monde.
Par exemple, vous avez sûrement entendu parler de Gandhi, de Martin Luther King. Si Gandhi a réussi à obtenir l'indépendance de l'Inde et Martin Luther King plus d'égalité de droits entre les Noirs et les Blancs, c'est grâce à la désobéissance civile. Et la désobéissance civile, c'est considérer qu'une loi est injuste, qu'elle est violente, qu'elle est discriminatoire, que c'est une mauvaise loi. Et moi, en tant que citoyen, si je considère que la loi est mauvaise, euh, eh ben je peux m'opposer à la loi en y désobéissant de manière publique. Ça veut dire que je déclare, je ne suis pas en train d'essayer de me cacher, je déclare que je désobéis à cette loi. Et voilà les raisons pour lesquelles je fais. Et je suis même prêt à aller jusqu'en prison pour démontrer à quel point cette loi est mauvaise. Et donc, le désobéissant, il utilise le tribunal et le fait d'aller en prison et la médiatisation de ça pour, pour que sa cause devienne connue et pour que les mentalités et l'opinion des gens changent. Et donc, le droit à l'avortement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été obtenues grâce à la désobéissance. Donc, les désobéissants croient qu'il ne faut pas obéir systématiquement à toutes les lois et qu'il y a certaines lois auxquelles il faut désobéir pour faire changer les choses. Et surtout dans un pays, comme je viens de le dire, où il y a très peu de démocratie, bah, c'est important pour faire vivre, pour vivifier la vie démocratique du pays. Ça ne peut se faire qu'avec de la désobéissance civile, en fait. So what is civil disobedience? Well, it's good that you're asking the question and trying to understand because it's a very important thing in a country's political life. You probably heard of Gandhi and Martin Luther King. The way they obtained the independence of India and for Martin Luther King, more equal rights between black and white people is because they disobeyed the law, because they practiced what we call civil disobedience. So civil disobedience is not just recklessly disobeying and becoming violent. It's the contrary, actually. It's peacefully and publicly disobeying a law with very reasonable arguments, because the citizen who disobeys considers that the law is not fair, that it's a bad law, that it's violent, that it's maybe discriminatory. And by doing so, by disobeying, the citizen can challenge the government, and it's a way to communicate and shed light on the fact that we are living in an unfair situation and that the laws have to change. And there are there's a lot of progress that was obtained this way. So yeah, civil disobedience is really an essential part of the political life in modern democracies. And especially in a country like France, where I just said that the president has immense powers and can basically make the law. We need people who disobey to challenge the president and tell him that he's wrong. And it's not about disobeying just every law systematically and being just reckless. It's about selecting specifically a certain law that is unfair and challenging it, even all the way, going all the way to prison. There's Henry David Thoreau, the person who basically invented civil disobedience, who said that in a country that imprisons people in an unfair way, the place that the honest person should be is prison. So that's a very powerful and inspiring thing that he said, and I believe in that. I believe that the way that people can change, the way that people can change their minds about something is that some people do some brave and strong things like this, so that the media can look at it and then show everyone, hey, there's something happening here. There's a power struggle, and maybe these people are right. In fact, we should all disobey the law. You said the media? C'est ça que tu viens de dire? Yeah, that's the hope. But okay, that is not my question, but do you believe in that? Do you believe the media has the
the freedom to go against what the president wants? Do you see it happening in France? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que la presse en France a la possibilité d'aller contre ce type d'initiative? Mm. Yeah, there are some positive examples of this. So, for example, GMOs, genetically modified organisms. People in the United States didn't really go against this, but in France, we have someone called José Bové, who was a very active advocate to, well, he fought against these GMOs, and he did some very illegal things, mostly going in on fields and destroying some crops that were genetically modified. And many people gathered around this guy, and they became hundreds of people disobeying, and they actually got a lot of media attention. And it's thanks to them that today GMO is even a known thing in France. Before them, people didn't even know about it. So people's opinion couldn't even be influenced because people weren't even aware. And another good example is there were some quite heavy protests against the government recently because of not acting for climate. And there are some people who went in city halls and they stole the picture of Emmanuel Macron, the picture of the president. And they went and protested in the street by turning the picture upside down and showing it like this. And they got a lot of media attention. And in fact, they got so much attention that the government reacted and they sued all these people, saying that you're not allowed to steal government property, and you should get a fine of 15,000 euros and go to jail for a year. And that's what they asked the government. And in the end, the judges didn't even give a punishment. They said that this is a reasonable way to demonstrate in democracy. So there is a possibility of power struggle. I mean, we don't live in North Korea here. There is a way to play in this big theater where there's a president, there's us, the citizens, there's the judges, there's the media. All these people are playing a certain game, and it's possible to play. And sometimes things can go our way, yeah, if we're brave enough and we go for the long run. Do you want to sum it up? Ouais. Ouais, en français, peut-être en plus court. Donc, si, c'est possible que les médias, par moment, mettent de l'attention sur des choses qui vont à l'encontre du président, et il y a des bons exemples pour ça. Il y a par exemple José Bové, les faucheurs d'OGM. Donc, c'est des personnes qui allaient dans des champs d'OGM, donc des plantes qui étaient génétiquement modifiées. Et c'est des écologistes qui étaient très farouchement contre ça. Et ils détruisaient ces champs, et donc ce qui est illégal, on n'a pas le droit de faire ça. Et il y a José Bové qui est allé en prison, ils sont tous allés au tribunal, tout ça. Et donc les médias ont mis beaucoup d'attention là-dessus, et c'est comme ça que les Français ont appris même ce que c'était que des OGM. Et aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, et puis personne n'en veut. Et avant que ces gens désobéissent et fassent ces choses-là et soient médiatisés, il n'y avait rien qui se passait autour de ce sujet. Et bon, il y a plein d'autres exemples, mais il y a aussi les décrocheurs des portraits de Macron. C'est des personnes qui sont allées dans les mairies, qui ont pris le portrait de Macron, qui sont allés dans la rue avec, qui l'ont retourné, et qui ont fait des manifestations en montrant le portrait de Macron retourné. Et évidemment, le président était très en colère, et puis le gouvernement a poursuivi tous ces manifestants pour vol en bande organisée. Normalement, ils auraient dû être punis de 15 000 € d'amende et d'1 an de prison, je pense. Et finalement, les juges ont décidé de ne pas les punir. Et les médias ont mis énormément d'attention là-dessus, comme quoi il y a un contre-pouvoir qui est là. Et les médias et le juge, ils vont pas toujours dans le sens du président. Donc, il y a un jeu de pouvoir qui est là, et nous, les citoyens, on peut jouer avec ça aussi. Et il y a des chances que parfois ça aille dans notre sens, si on persévère et si on a du courage.
So there's only 3 more minutes for this one. And I don't know if we'll have time, but don't worry if we don't, I'll just quickly create another one and we'll just wrap up. So, a 14-year-old person is asking you, Ramîn, how far will you go? Personne de 14 ans te demande jusqu'où est-ce que vous irez? So for me, it's quite easy to imagine going to jail. I don't think it will happen, because I doubt that they really put people like me in jail for doing this. But actually, I would even be happy to go to jail because it would bring a lot of attention to the cause, I think, if some people started going to jail for this. So yeah, that's clearly as far as I would go. Where I would not go is if the government started threatening me to take my child and force him through school, then I would stop playing this game and I would probably leave the country or something so that my family can live peacefully. Donc jusqu'où je serais prêt à aller? En fait, je m'imagine assez facilement aller en prison. Ça me dérangerait pas d'aller en prison pour cette cause. Je pense que ça vaudrait même le coup. Ça apporterait beaucoup d'attention à notre lutte. Donc ça ne me fait pas peur du tout. Ça, vraiment, j'irai jusque-là. Par contre, il y a une limite au-delà de laquelle j'irai pas, c'est si le gouvernement commençait à menacer de prendre mon fils et de le forcer d'aller à l'école, par exemple, d'une manière physique. Là, je pense que j'arrêterai de jouer à ce jeu et soit je partirai du pays, soit je trouverai une autre solution.